Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Michaël Mention pour son 12e roman, Les Gentils, paru aux éditions Belfond. Un polar aussi émouvant que poétique qui slame entre les larmes, celle d'un père prêt à tout pour venger sa fille. Il ne vous faudra guère plus de 3 pages pour vous identifier à lui. Arriveriez-vous à dire bonjour à vos collègues si votre enfant venait de mourir? Franck, lui, n'y parvient pas. Sa femme vient de le quitter, il n'a qu'une idée fixe, retrouver le type qui a tué sa fille en braquant une boulangerie. Je le comprends, et vous aussi vous le comprendrez. Alors suivons-le ensemble. Roulons, roulons. De Paris jusqu'à Marseille en passant par Toulouse, roulons à tombeau ouvert, qu'à cela ne tienne puisque la petite est morte. Moustique, anaconda, junkie, jungle, flingue et frousse, Franck devra tout affronter pour mener l'enquête. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Michaël Mention qui va vous la raconter. Allons le chercher. Bonjour Michaël Mention. Bonjour. Bienvenue dans Entre quatre planches. Merci pour l'invite. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Il paraît, ouais. Vous êtes prêts? Oh, bah oui. Alors on y va. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit que Franck, votre personnage, aurait rêvé de coucher l'assassin de sa fille dans ce cercueil. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez vous y allonger. Ouais. Si vous le voulez bien. Je veux bien. Bon, j'ai un peu la crève cette semaine, j'espère que c'est pas une vision prémonitoire. Non, je suis sûre que non. Venez. Installez-vous, Michaël, je vous en prie. Je ne sais pas si c'est assez souvent que vous vous asseyez sur les cercueils. Mais... Non, c'est même la première fois que j'en vois un. Ah, et bien. C'est bien, ça désacralise. Tout à fait, je suis ravie de vivre cette première fois avec vous. Moi aussi. La question traditionnelle, Michaël, avez-vous une idée du nombre de personnages que vous avez tués depuis Sale temps pour le pays, qui était le premier roman de votre trilogie anglaise parue en 2012? Non, aucun. Vous ne tenez pas les comptes? Je tiens pas les comptes. Je suis un auteur qui fait plus souffrir ses personnages qu'il ne les tue, je pense. Alors justement, quel est le personnage que vous avez fait souffrir dans les conditions les plus atroces? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je dirais que Franck, le personnage principal des Gentils, mon dernier, il a son lot de souffrances. Perdre son enfance, c'est sans doute ce qu'il y a de pire qui puisse nous arriver. Avez-vous eu de la peine à infliger ce chagrin à Franck? Non, c'était plutôt un soulagement pour moi d'exprimer cette crainte, justement. Je suis devenu parent il y a 8 ans et j'ai découvert à la fois l'émerveillement de devenir parent et la peur de perdre ce bonheur-là. Donc j'ai senti qu'il fallait que j'en parle au bout d'un moment, vraiment. C'était une manière de l'exorciser à travers le personnage de Franck? Complètement. À travers un récit initiatique et un personnage lambda qui se découvrirait une sorte de destin macabre. C'est la vengeance de Franck, mûrie durant des mois. À chaque seconde, écrivez-vous, chaque battement cardiaque, au-delà des routes et des rencontres qui donnent du sens à sa survie. Franck, il est prêt à tout pour venger sa fille. Est-ce que vous seriez prêt à tout, Michaël, pour venger celles et ceux que vous aimez? Bien sûr, mais je crois que là on touche à quelque chose de très primal, quelles que soient les convictions politiques ou l'âge, le contexte social, et je pense que oui, bien sûr, on est prêt à tout. Est-ce que vous pensez souvent à votre propre mort? J'y pense tous les jours. Mais, tous les jours, c'est beaucoup tous les jours. Oui, non, mais c'est vrai, j'y pense tous les jours et ça fait très longtemps. Je pense que j'ai une conscience suraiguë de la mort parce que j'aime profondément la vie. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est vrai, je me revois quand j'étais au collège, ça me tracassait beaucoup, sauf qu'aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux. On va dire que c'est plus une obsession lugubre qui m'entrait au quotidien, mais non, c'est qu'en fait, j'aime tellement la vie et j'ai tellement conscience que, voilà, que tout ce qu'on peut vivre au quotidien, ben justement, que c'est très éphémère au final. Donc voilà, la mort n'est plus un frein, c'est une contrainte que j'ai transformée en moteur, on va dire. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions? Non. Est-ce que vous savez par exemple si pour vous ce sera plus inhumation ou crémation? Une inhumation, je pense. Je me suis demandé si vous aviez déjà pensé à votre propre épitaphe. Non, je m'en fous. Parce que peut-être vous vous en moquez, mais moi j'ai trouvé que cette citation de Lamartine que vous placez en exergue des Gentils, elle conviendrait parfaitement, je la lis. « Ici, l'âme se plonge en une paix profonde, et cette paix n'est pas la mort. Ce serait pas mal ça comme épitaphe?
Oui, mais c'est Lamartine, ce serait un petit peu présomptueux. Non, je pense que le meilleur épitaphe viendrait de mon entourage, de nos entourages respectifs. Ce sont les autres qui ont leur propre épitaphe de l'être perdu. Est-ce que vous êtes déjà allongé dans un cercueil? Non. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'aider à ouvrir celui-ci? On y va. Alors on y Allez. va. Alors, attention. Allez. Et voilà. Ah ouais, Allez-y, Mickaël, je vous en prie. ça marche. Allez hop. Installez-vous dans ce cercueil. Ça va, on n'est pas serré là, c'est cool. Non, ça va? Ah, l'oreiller il est top. Bah écoutez, si vous voulez, vous pourrez l'emporter chez vous. Mickaël Mention, l'heure de notre interview mortelle a sonné. Vous êtes prêts? Oui. Vous arrive-t-il souvent de faire le mort? Je veux dire de ne plus donner de nouvelles. Uniquement quand je vais pas bien. À ce moment-là, je reste dans ma grotte. Et ça arrive pas tout le temps, donc ça va. Que faites-vous pour tuer le temps? Alors, pour tuer le temps, il faut en avoir. J'en ai très peu dans ma vie. Donc non, je suis tout le temps occupé. Vous n'avez pas besoin de tuer le temps. Non. Qu'est-ce qui pour vous est une question de vie ou de mort? Si je n'ai plus de dosette de café chez moi, là c'est une question de vie ou de mort. Quand vous sentez-vous la mort dans l'âme? La mort dans l'âme survient au moment des déceptions qu'on peut rencontrer dans la vie, des fois en fonction de certaines personnes. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait mourir de rire? L'humour, mais l'humour assez con, assez régressif, j'aime bien. Dans quelle situation vous dites-vous qu'il n'y a pas mort d'homme? Dans la plupart des situations du quotidien, avec un peu de recul, on réalise qu'il y a rarement mort d'homme. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? Oh là là, tellement de choses. La médiocrité ambiante, je pense, un peu à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau artistique, au niveau humain. Je trouve qu'on est dans une société qui ne repose pas sur l'émancipation de l'individu. Et c'est quelque chose que je ressens des fois un peu à tous les niveaux et qui peut me contrarier beaucoup. Comment faites-vous pour rompre un silence de mort? Je parle ou je fais le con. Quel est votre cadavre dans le placard? C'est moi, c'est le Mickaël des années collège-lycée. Le Mickaël beaucoup plus anxieux, beaucoup trop cérébral, immature. Alors, j'ai encore quelques tares, hein, évidemment. J'ai pas tout réglé, mais ce cadavre-là ressurgit parfois de temps en temps. Mais c'est pour ça que des fois, à chaque bouquin, je fais un nettoyage de printemps dans le placard et j'essaye de... Voilà. Mais bon, globalement, ça va, la cohabitation se passe bien. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? Ce qui pourrait signer mon arrêt de mort, ce serait de succomber à certaines sirènes de certains éditeurs et qui me conduiraient à écrire un roman qui ne me ressemble pas. Alors, n'y succombez surtout pas. C'est pas prévu. Dernière question, Mickaël. Pour vous, quelle est la phrase qui tue? Je t'aime. Très belle, celle-ci, on l'a jamais eue. Alors, allez, venez, Mickaël. Sur cette belle phrase, sortons de ce cercueil. On ne va quand même pas y passer toute la vie. Oui. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ben merci, c'était cool. Mickaël, si l'on fait nôtre la colère et le chagrin de ce père qui a perdu son enfant, c'est parce que vous réussissez à faire exister la fillette au cœur du texte, alors même qu'elle est morte. Franck s'adresse souvent à elle en la tutoyant, mais elle aussi, la petite fille, parle souvent à son père pour lui donner un conseil ou pour l'encourager. Est-ce que cette idée d'une conversation ininterrompue entre tous les deux s'est imposée à vous d'emblée? De suite. Je voulais vraiment que le roman s'articule autour de deux émotions, l'action et l'émotion, et qu'il y ait un ping-pong permanent d'une page à l'autre. Franck est déterminé à retrouver l'assassin de sa fille. Vous parvenez à traduire son obsession avec habileté, alors soit en répétant des mots ou en les incrustant comme des idées fixes au beau milieu du texte. Il peut s'agir d'un verbe, comme par exemple rouler, quand Franck ne pense qu'à accumuler les kilomètres, ou alors du mot tatouage, qui est le seul indice dont il dispose au sujet de l'homme qu'il recherche. Et puis plus tard, ce sera son prénom. Comment avez-vous travaillé, Mickaël, pour vous glisser ainsi dans la peau de votre personnage ? J'ai vraiment essayé de me mettre à la place de mon personnage, de repartir de zéro quelque part et de m'affranchir de tout ce qui caractérise ma vie aujourd'hui, de repartir à la base et de me dire voilà, si à partir de maintenant, à cette seconde-là, ma fille n'est plus là, dans les mêmes circonstances, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que j'ai fait un mix entre celui que je suis aujourd'hui et le style qui caractérise mes romans.
aussi, qui repose des fois sur l'obsession, sur la répétition de certains mots. Un côté très saccadé dans l'écriture aussi. Ça slame, parfois. C'est voulu justement. Je me relis de plus en plus à voix haute. Je suis très très attentif d'une part à l'écriture et au son. Mais ça c'est ma passion pour la musique aussi. Franck traverse la France jusqu'au Suriname en partant de Paris, il passe par Toulouse, Marseille et j'en dis pas plus. Il prend sa voiture, une R5 immatriculée 75, mais aussi le camion, l'avion. Il roule, il rame, il vole, il affronte les moustiques, l'anaconda, les caïmans, bref. C'est un vrai road movie finalement que vous avez écrit, Michael. De quoi ces voyages sont-ils pour vous la métaphore ? C'est un récit initiatique, Les Gentils. Ça faisait très très longtemps que je voulais écrire un roman d'aventure déjà. Un roman dans lequel il y aurait beaucoup d'action et surtout pas mal d'imprévus. Et je repensais à certains films, par exemple Apocalypse Now. J'aime bien le principe de prendre un personnage, de le mettre dans une pirogue et de voir tout ce qui peut lui arriver, en partant du principe que Franck est un peu une éponge, l'éponge de son époque. Et en fait, il se retrouve confronté à chaque fois. Et en fait, ça lui dessine un destin au fil des chapitres et un destin macabre, ce que je disais tout à l'heure. Alors justement, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, Franck, qu'en cours de roman, l'enquête policière tourne à la quête, ou en tout cas que l'enquête se double d'une quête d'identité, mais aussi d'une quête initiatique, comme vous le venez de l'évoquer, pour cet homme qui est condamné à l'errance, comme vous l'écrivez ? C'était mon objectif de base, voilà. Je voulais m'emparer d'un sujet vraiment très très connu, je pense le sujet central de la littérature noire, l'un des thèmes les plus ancestraux de la littérature. Et je me suis dit, si je m'empare du thème de la vengeance, c'est pour y apporter quelque chose de nouveau. J'espère en tout cas. Et donc oui, c'est sûr que dès le début, j'exclus la question policière. Voilà, j'ai déjà écrit plusieurs polars par le passé. Je ne voulais pas repartir dans une enquête avec toutes les étapes de procédure. Je voulais vraiment être au plus près du personnage, au plus près de l'intime. Et voilà, mais on est bien d'accord que cette quête est un prétexte, entre guillemets, pour exploiter la perdition de mon personnage et voir jusqu'où il peut aller justement dans sa perdition. Votre roman, Michael, est ancré dans une époque précise, les années Giscard d'Estaing. Il s'ouvre précisément le 5 janvier 1978 et l'on revit ces événements, notamment grâce à la radio, avec l'affaire Christian Ranucci par exemple. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans le choix de cette époque et de ses références politiques ? Ce qui se joue déjà, c'est un événement dont je ne peux pas parler, qui se situe dans le dernier tiers du roman. On ne va pas tout spoiler quand même. Non, surtout pas. Mais j'essaye de toute façon, quelle que soit l'époque, parce que là j'ai déjà écrit sur les années 60 aux États-Unis, le 19e siècle en France, le début des années 80 en France aussi, j'essaie toujours de donner une connotation contemporaine, actuelle et surtout universelle au sujet que j'aborde. Donc certes, ça se passe en 78, mais j'essaye toujours d'y mettre quelque chose de très contemporain. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une époque de crise à tous les niveaux, une période aussi, d'inflation par exemple, et ça m'intéressait d'évoquer la situation actuelle à travers une époque révolue, en sachant que Les Gentils était quand même un livre sur la fin des illusions, le deuil et l'absence, donc voilà, sur vraiment la fin d'une époque. Il y a dans votre roman, Michael, un vrai sens du rythme, autant que de la rime, et même de la rythmique, ce qui s'avère plutôt rare dans le polar. J'ai retenu quelques formules qui m'ont particulièrement plu. De vengeur, me voici loser, ou bien le cash et le trash se répondent d'un trottoir à l'autre. S'agissait-il pour vous de prouver, au fond, que polar et poésie peuvent faire bon ménage ? Waouh! Alors ça, c'est une vraie question. Une question que je ne me pose jamais d'ailleurs. Vous faites ça pour moi, en fait, le polar est une littérature en elle-même. C'est vrai qu'on a connu une époque heureusement révolue où on considérait que le polar n'était pas une vraie littérature. Voilà, ça touchait aux romans de gare, ce qu'on appelait les romans de gare. Je me pose vraiment pas la question. Ce qui est sûr, c'est que mes influences littéraires ne sont pas spécialement liées au polar ou au thriller. Voilà, j'ai plus grandi avec du Camus, du Céline ou du Colette, par exemple. Donc je pense que tout ça se retrouve un petit peu dans mon écriture et puis voilà, et puis un certain sens aussi du rythme lié à la bande dessinée, j'en ai beaucoup lu, j'ai lu pas mal de comics aussi, et puis voilà, le cinéma. Mais je suis de plus en plus attaché à l'écriture. Et pour moi, un bon roman, c'est une bonne écriture, une écriture vivante, organique, dans laquelle il se passe quelque chose.
La musique ne sert pas seulement de toile de fond au roman, elle joue aussi un rôle à part entière dans l'intrigue, et pas seulement d'ailleurs parce que Franck est disquaire. Le livre s'ouvre sur un morceau qui va être déterminant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer lequel et pourquoi en quelques mots ? Alors c'est un morceau d'un groupe des années 70, Atomic Rooster, voilà, qui n'était pas un grand groupe, comme je le dis dès le début, un bon groupe de rock un peu psyché. C'est un morceau que j'aime particulièrement, que j'ai voulu partager avec les lecteurs. Il faut savoir que bien sûr que tous les morceaux de musique qui sont présents dans tous mes romans, ils ont tous un sens dans le récit, mais on écrit avant tout pour partager. Bien sûr. Donc c'est surtout ça. Donc, voilà. Et puis c'est histoire aussi de faire découvrir ou redécouvrir certains groupes ou certains chanteurs à des lecteurs, voilà. En sachant que l'un des plus beaux compliments qu'on peut me faire, au-delà de l'enthousiasme qu'un lecteur pourrait ressentir pour le roman, c'est qu'on puisse me remercier d'avoir fait découvrir tel ou tel groupe. Là, je me dis que si c'est ça, j'ai rempli ma mission. Alors c'est mon cas, parce que je ne connaissais pas cette chanson « Death Walks Behind You ». Franck se demande, je trouve ça très joli, ce qui se serait passé si ce jour-là, il avait écouté autre chose comme morceau. C'est une question qu'on se pose souvent, mais en toutes circonstances. Voilà, ça nous est déjà arrivé de nous dire qu'il fallait qu'on aille faire des courses le matin, et puis on traîne un petit peu à l'appart, et c'est par exemple 2 heures après, quand on se décide à sortir, qu'on croise un ami qu'on n'avait pas vu depuis 10 ou 15 ans. Voilà, ça fait partie des mystères de la vie, et, voilà, et c'est notamment pour ça que j'aime beaucoup la vie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'imprévus. La vie est cruelle, elle est courte, elle peut être très dure, mais elle peut être magnifique aussi. Vous faites figurer une playlist à la fin du roman, mais avant ça, il y a dans les dernières pages cette phrase que je trouve très belle. « Avant, la musique était ma passion, maintenant c'est mon bouclier ». Je ne peux pas m'empêcher de vous retourner la question, Michael. Est-ce que maintenant la musique est devenue votre bouclier ? C'est plus un refuge en ce qui me concerne. Voilà. Mais en même temps, voilà, je ne peux pas avoir de recul parce que je vis pleinement en musique depuis plus de 30 ans. Au quotidien, j'en entends. J'en écoute, voilà. C'est très stimulant la musique. Moi j'aime beaucoup, je suis toujours à l'affût d'un bon morceau, d'un bon. Voilà. Et puis c'est de l'énergie, la musique c'est l'énergie. C'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup dans mes romans, parce que j'écris en musique, je l'écoute au casque, et quand je me relis à voix, effectivement j'aime bien trouver une certaine voilà, musicalité, quoi. Imaginons, Michael, que vous puissiez emporter dans l'au-delà un polar qui vous a particulièrement marqué en tant que lecteur et qui a pu avoir une incidence sur votre vie d'écrivain. Ce serait lequel ? J'en lis très peu déjà, voilà. Donc, alors, un roman que je pourrais emmener dans l'au-delà, il y en a plusieurs, ça se bouscule dans ma tête, mais on va dire Le Paradis perdu de Milton, pour le propos. Et puis pour l'écriture, qui est incroyable. C'est un livre que vous avez découvert il y a longtemps ? Alors non, c'est un classique dont j'entendais parler depuis 30 ans. Ouais. Et je me suis décidé à le lire comme pas mal de classiques il y a 2 ans. Et ça a été une vraie claque. Et voilà, c'est-à-dire qu'en lisant ce roman-là, mais ça pourrait être d'autres, ça pourrait être par exemple Richard III de Shakespeare que j'adore, La Chute de Camus, Chérie de Colette, ou La Mort à crédit de Céline par exemple. Mais Le Paradis perdu a vraiment une écriture qui est d'un onirisme foudroyant, une poésie, et puis quelque chose d'un petit peu sarcastique aussi que j'aime bien. Alors je ne sais pas si ça sera un petit mot sarcastique que vous allez nous laisser, mais voudriez-vous bien nous laisser un petit mot dans notre registre du souvenir pour clore cet entretien et que nous puissions l'emporter dans l'au-delà ? Merci. Alors. Tenez. Merci.